3H-48 mer Caspienne. Une cellule de commandement ukrainienne dispose de 78 secondes pour exécuter une frappe navale d'une complexité sans précédent dont les répercussions se feront sentir sur tout le front ukrainien. Leur cible est le port Olia 4. Un navire transportant suffisamment de composants pour déployer 200 drones Shahed flambant neufs. Si leur attaque synchronisée réussit, ils priveront le front russe de son arme d'usure la plus meurtrière pendant des mois, donnant ainsi aux troupes terrestres ukrainiennes le répit dont elles ont désespérément besoin pour progresser. C'est un coup stratégique si puissant qu'il pourrait bien être l'élément déclencheur qui contraindra enfin le Kremlin à la table des négociations. Mais si un seul élément de leur plan complexe échoue, la cargaison alimente une nouvelle vague d'attaques russes qui submergeront les défenses aériennes ukrainiennes, réduisant à néant leur contre-offensive dans un bain de sang. Le compte à rebours a commencé il y a 24 heures, lorsque des renseignements ont défilé sur les écrans d'un bunker Kiev, le port Olia 4. Un cargo chargé de pièces détachées pour le Shahed, de quoi terroriser l'Ukraine pendant des mois, venait d'entrer en mer Caspienne. Problème, il était entouré d'un dispositif de sécurité d'une valeur d'un demi-milliard de dollars, composé de navires de guerre et de systèmes anti-aériens. À moins de 48 heures de l'accostage, une attaque conventionnelle était impossible. Mais les Russes commirent une erreur fatale. Tout leur système de défense était pointé vers le ciel à l'affût de missiles et d'avions. Ils ne surveillaient même pas la mer. Dans un pari risqué et désespéré, l'ordre fut donné. Un cargo civil déjà en mer Caspienne largua le drone sous-marin SEAB. Pendant les 24 heures suivantes, il parcourut 200 mètres grâce à des moteurs électriques silencieux. Tel un fantôme, il filait vers un point d'embuscade droit sur le convoi russe. À 3H40, l'attente-essai est terminée. Le SEAB est immobile, une silhouette grise fantomatique dans le brouillard de l'aube. Ses systèmes sont pleinement opérationnels. Sur les écrans de Kiev, le convoi russe apparaît comme un amas de signatures thermiques fonçant droit dans le piège. La dernière fenêtre d'opportunité s'ouvre. « Fantôme exécute », ordonne le commandant. Depuis un panneau situé à l'arrière du CIB, un drone leurre à ressort s'élance dans le brouillard. C'est un engin bon marché et de piètre qualité, mais son réflecteur radar et sa source de chaleur sont conçus pour imiter à la perfection un missile de croisière. Il fait immédiatement apparaître une cible massive et terrifiante sur les écrans russes. Au même moment, le moteur principal du Kabab s'allume dans un rugissement. Il abandonne toute prétention de furtivité et fonce sur le convoi à 80 km/h. Sur le pont de la corvette russe et toucha le sang de l'opérateur radar se glace. Son écran vient d'afficher deux menaces prioritaires. L'une d'elles ressemble à un missile de croisière classique. L'autre est une cible de surface se déplaçant rapidement qu'il ne parvient pas à identifier. Sa doctrine, son entraînement, tout ce qu'il a appris lui crie que le missile Feindbatisheim est un missile et la principale menace. Il n'a que quelques secondes pour décider. Il est sur le point de prendre la pire décision de sa carrière. Cible aérienne, relèvement zéro engagé. Il hurle dans son casque. L'ordre crépite sur le réseau jusqu'à l'hélicoptère du Mi-8 qui survole la zone. Le tireur acquiert la cible et dans un rugissement, un missile Igla à 50-0 Wire se détache de son rail, une lance enflammée perçant le brouillard. Tous les regards russes, tous les capteurs sont désormais rivés sur cette unique et glorieuse interception. Mais pendant qu'ils observaient tous la main droite du magicien, ils n'ont jamais vu ce que faisait la gauche. Au moment précis du lancement de l'Igla, la mission du SEAB changea. Ce n'était plus seulement une torpille, mais un cheval de Troie. Une trappe à l'arrière s'ouvrit et dans un sifflement d'air comprimé, 4 nanodrones FPV, chacun pas plus gros qu'une boîte à chaussures, furent lancés verticalement dans le brouillard. Ils planent un instant leurs hélices vrombissant à plein régime avant de se jeter en formation d'attaque. Un essaim de frelons furieux jaillit de la surface de l'eau. Voici l'assaut Tri-Vector en action. Vector. Un était le leur conçu pour attirer les tirs ennemis et l'attention. Le Vecteur. 2 est ce nouvel essaim de 4 nanodrones qui se divise maintenant en 2 paires, flanquant le navire cible de part et d'autres. Et le Vecteur 3, c'est le SEAB lui-même qui reprend sa course kamikaze droite au milieu. 3 secondes plus tard. Secondes plus tard, le ciel s'illumine d'un blanc éclatant lorsque le missile Igla vaporise le drone leurre. Une clameur retentit dans le réseau de commandement russe. Un tir parfait. Leur célébration dure exactement
1,2 secondes. Sur l'écran radar du TUA, l'icône de menace unique disparaît aussitôt remplacée par 5. 2 petits contacts rapides, rasant les vagues à gauche, 2 autres à droite, et un gros contact déterminé fonçant droit sur eux. L'opérateur russe fixe le vide incrédule, une froide angoisse l'envahissant. Son système de défense d'1 demi-milliard de dollars vient d'être mis en échec, et main par un tour de magie à 500 $. Et l'attaque proprement dite n'avait même pas encore commencé. Le capitaine russe de la corvette d'escorte Tusha, véritable fer de lance de ce convoi, ne panique pas. Il aboyait des ordres avec une efficacité glaçante. CIBABUS engager les cibles de surface, lancer les missiles Clan 2 d'entre eux, maintenant. Instantanément, le convoi tout entier se déchaîne dans une symphonie de tirs défensifs. Les canons CIBABUS du Tuka et du Cargo déploient Mamlutais dans leur double tube, déchaînant une cadence de tir combinée de 0 coups par minute. Ce ne sont pas des tirs d'armes à feu, c'est un véritable volcan de balles traçantes qui jaillit sur l'eau. Un mur de plomb rugissant conçu pour anéantir tout ce qui s'approche. L'air s'emplit de l'odeur de la cordite et du sifflement des obus plongeant dans la mer. Voilà à quoi ressemble un système de défense d'1 demi-milliard de dollars. C'est terrifiant. Les 4 nano-FPV sont désormais en lutte pour leur survie. Le cœur de leurs opérateurs bat la chamade. Ils volent si bas que leurs hélices effleurent pratiquement les vagues, exploitant ainsi le seul défaut fatal de la conception du CUS. Ces canons ne peuvent pas s'abaisser suffisamment pour atteindre une cible rasant la surface de l'eau. Quelques centaines de mètres seulement. Le problème, c'est que les clans approchent. Sûrement. 2 drones de combat russes, Hunter, sont lancés par les armes intelligentes peut-être de la corvette, conçues précisément pour ce genre de situation. Ils verrouillent les drones FPV de tête, et c'est maintenant un combat aérien impossible dans l'obscurité. Une mêlée désespérée à 2 contre 4 au-dessus d'une mer déchaînée. À 3 H-49, la riposte russe se traduit par un mouvement coordonné de type pincer. Un Clint à bâbord, un à tribord. Engagez ses contacts immédiatement. Le capitaine du Tusha donne l'ordre. 2 drones Hunter Killer sont lancés depuis les corvettes, chacun affecté à un flanc de l'attaque. Sur bâbord, le premier drone Clint fonce sur les 2 nanodrones ukrainiens. Un des opérateurs ukrainiens commet un acte insensé. Au lieu de fuir les tirs du CIWS provenant du Tusha, il fonce droit dessus, utilisant le faisceau de traçante comme un bouclier mortel. Il attire le chasseur-tueur russe dans un piège tendu par ses propres alliés. Le Clint verrouillé sur sa cible la suit aveuglément sans jamais se rendre compte de son erreur. Il fonce droit sur le mur de plomb impénétrable du CIWS du Tusha. Le mitrailleur russe ignore même ce qu'il a fait. Il aperçoit juste une petite boule de feu au loin et croit avoir touché l'ennemi. Un clan est hors de combat victime d'un tir ami. Le flanc bâbord est désormais complètement exposé, mais sur tribord, une autre scène se déroule. Le second Clint est plus rapide. Son pilote est plus expérimenté. Il se rapproche inexorablement des 2 nanos FPV. Les 2 pilotes ukrainiens concluent un accord tacite en une fraction de seconde. L'un d'eux se détache, attirant toute l'attention de Clint, tandis que l'autre accélère à fond et fonce vers le port Olia 4. Le premier opérateur désormais acculé ne tente pas de s'échapper. Il pousse les gaz à fond et fonce droit sur le drone russe. C'est un drone à 200 $ contre un chasseur-tueur à 50 $. Une attaque kamikaze. Le calcul est brutal. Et ukrainien. Les 2 drones s'entrechoquent dans une petite explosion violente, un amas de fibres de carbone et d'électronique brisée. Un échange a eu lieu. Un drone ukrainien contre un chasseur-tueur. Et surtout contre un accès dégagé à la cible. En moins d'1 minute, les 2 clans sont éliminés. Le plateau est vierge, une téblaté vierge. Un drone ukrainien a été sacrifié. Mais les 3 survivants, les 2 de bâbord et celui qui a percé la cale à tribord, ne se livrent plus à un combat acharné. Ils foncent désormais sans opposition droit vers le véritable enjeu, le port Olia 4. Les clans éliminés, le capitaine russe du port Olia 4 assiste horrifié au vrombissement de 3 frelons furieux fonçant sur son navire. Il ne lui reste plus aucune défense de pointe, seulement ses hommes. « Feu à volonté, repoussez les drones !» hurle-t-il par-dessus le calme plat qui règne à bord. Le pont du port.
Olia 4 s'embrase. 30 soldats armés de AK-74 et de mitrailleuses PKM déchaînent un mur de plomb chaotique et désespéré. Les balles traçantes sillonnent l'air brumeux, transformant les 300 derniers mètres en un véritable champ de tir infernal. Pour les opérateurs ukrainiens, leurs écrans sont désormais un véritable déluge de feu. C'est comme tenter de traverser un ouragan de métal en fusion. Un soldat russe empoigne un lance-grenade DP-61. Il tire. L'obus explose à une quinzaine de mètres devant les deux drones situés à bâbord. L'un d'eux est violemment secoué. La transmission vidéo de sa caméra se brouille avant que l'opérateur ne reprenne le contrôle. Mais le second drone sur ce flanc n'a pas cette chance. Il traverse directement le nuage d'éclats. La transmission vidéo s'interrompt. Une petite victoire pour les défenseurs, mais ce ne sera pas suffisant. 3 H-50. Le drone survivant situé à bâbord intensifie son attaque. Il pique du nez rasant les vagues et fonce droit sur l'hélice massive et tournoyante du Porte-Olia 4. La minuscule charge creuse de 0,4 kg explose dans un bruit sourd. C'est une frappe chirurgicale. Un jet hyper véloce de cuivre en fusion transperce l'acier de demi-pouce des pales de l'hélice. Celle-ci se brise et l'arbre de transmission se bloque instantanément. Le cargo de 2,0 tonnes tangue violemment et commence à dériver immobile comme une proie facile. Mais tandis que tous les regards sont tournés vers le port, on oublie le Vector 3. Les opérateurs de la corvette d'escorte Tusha observent le chaos complètement distrait. Ce n'est que ça, milieux. Ce n'est que lorsque leurs alarmes de proximité se déclenchent qu'ils réalisent leur erreur. Ils se retournent et aperçoivent le monstre marin. Plus un point sur l'écran radar, mais un monstre noir de 9 mètres. Une flèche sombre rasant les vagues à moins de 120 mètres se rapprochant à 80 km. Il n'y a pas le temps d'entraîner le CIWS, pas le temps de tirer un missile. Ils ne peuvent qu'assister impuissants à l'impact de 900 kg d'explosifs guidés par une IA implacable sur leur coque juste au niveau de la ligne de flottaison. Le bruit n'est pas celui d'une explosion, c'est une onde de choc physique qui déchire l'air. La corvette d'une valeur de 50 millions de dollars n'est pas seulement touchée, elle est brisée sous l'effet de l'onde de choc. Une bulle de gaz surchauffé vaporise instantanément des tonnes d'eau de mer, soulevant latéralement le navire de guerre de 950 tonnes comme s'il s'agissait d'un jouet d'enfant. Puis le vide s'effondre. La mer. Caspienne se déchaîne à nouveau, fracassant la coque avec une force encore plus brutale que l'explosion elle-même. La quille se brise dans un craquement glaçant qui résonne à travers le brouillard. Une seconde boule de feu jaillit de son magasin de munitions. Un dernier éclair orange vif dans la pénombre de l'aube. La proue et la poupe de l'ancien navire de guerre jadis, si fiers pointant vers le ciel, dans un ultime geste de défi, avant de sombrer sous les vagues, ne laissant à la surface que des débris fumants et une nappe de pétrole. La fierté de la flotte caspienne a été anéantie en moins de 7 secondes. De retour sur le port Olia 4, le dernier nanodrone survivant, celui qui a effectué la mission en solitaire sur le côté tribord, achève sa mission. Il s'écrase contre le côté du conteneur de fret le plus proche. L'explosion se manifeste par un éclair orange vif. La charge creuse perce la fine paroi métallique du conteneur, enflammant instantanément les composants du drone Shahed et le matériau d'emballage qu'il contient. Un incendie se déclare un brasier dévastateur qui consume les composants électroniques sensibles et le propagol solide stocké à l'intérieur. Des flammes jaillissaient à 60 mètres de hauteur dans le ciel nocturne, projetant une lueur orange sinistre sur l'épais brouillard visible à des dizaines de kilomètres. L'air saturé d'odeurs d'électronique brûlée et de diesel était ponctué par le crissement du métal torturé lorsque la coque du navire commença à se déformer. Sur le pont, les 30 hommes de l'équipe de sécurité survivante se jetaient dans l'eau froide et sombre, préférant l'hypothermie certaine à l'enfer qui les attendait. L'ours russe s'était officiellement transformé en un panda trempé et terrifié. Les événements stratégiques se sont enchaînés avant même le lever du soleil. En moins de 24 heures, la situation a basculé. L'épave en flammes du port Olia 4, désormais échouée et inclinée, est devenue un obstacle infranchissable et toxique, paralysant de fait tout trafic maritime à destination
et en provenance du port d'Ola. La principale voie maritime russe pour le matériel militaire iranien a été fermée. Ceci a contraint l'Iran à rediriger toutes ses futures livraisons par voie terrestre, un itinéraire plus lent et plus coûteux qui traverse directement le pays de Haimar. L'impact s'est fait sentir à 6 cents de là, à l'usine d'assemblage Shahed d'Alaba. Les quotas de production ont été réduits de 30%. Les chaînes de montage étaient à l'arrêt. Le déploiement massif de drones Shahed attendus au-dessus de la Crimée ne s'est jamais concrétisé. Libérée de cette pression, la défense aérienne ukrainienne a pu réorienter ses ressources. Sur le terrain, les brigades ukrainiennes, profitant d'un ciel plus dégagé, ont exploité la brèche et percé les lignes russes, libérant 5 miles carrés de territoire occupé. Mais pour vraiment comprendre ce que l'Ukraine a accompli, il faut examiner les 4 dimensions de cette victoire. Les premières images satellites du système VR de la NASA ont confirmé le naufrage d'une corvette de classe Carrack. Un cargo de 2,0 tonnes a été entièrement détruit et 5 millions de dollars de composants essentiels pour drones ont été réduits en cendres. Il ne s'agissait pas seulement d'une cargaison. L'Ukraine n'a pas seulement coulé un navire, elle a rompu toute une chaîne d'approvisionnement. La route Iran-Caspienne à Alaba était essentielle à la guerre de drones russes, rapide, économique et fiable. L'Ukraine vient de se désabonner définitivement, alors que des vidéos floues, filmées avec des téléphones portables de l'épave en flammes et devenaient virales sur Telegram, le ministère russe de la Défense publia un communiqué pitoyable évoquant un incendie technique survenu pendant un orage. Un orage dans un brouillard si épais qu'on n'y voyait même pas dans ses mains. Le mensonge était si flagrant qu'il en était risible. Le mythe de la domination navale russe dans sa propre zone d'influence s'est effondré. Vont-ils retirer leurs corvettes restantes du blocus d'Odisse pour protéger leur voie de navigation en mer Caspienne? Si tel est le cas, ils ouvriront une brèche pour l'Ukraine en mer Noire. S'ils ne le font pas, ils admettent qu'un drone bateau à 100-200 $ peut prendre en otage tout leur réseau logistique du Sud. Alors faisons le calcul final, aussi brutal soit-il, l'assaut du Triktor a été entièrement mené par un drone bateau à 1-200 $. Cela vient de retirer définitivement du service une corvette d'une valeur de 50 millions de dollars et une cargaison essentielle d'une valeur de 5 millions de dollars. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. L'Ukraine n'a pas seulement coulé quelques navires. Elle a réécrit le premier chapitre de la guerre navale du 21e siècle. Ils ont prouvé qu'une poignée d'opérateurs brillants retranchés dans un bunker peuvent mettre en échec et de mat la marine d'une superpuissance grâce à des armes bon marché jetables et d'une intelligence terrifiante. La question est donc maintenant entre vos mains. Face à ce choix impossible entre la protection de la mer Caspienne et celle de la mer Noire, quelle sera la prochaine étape pour la marine russe? Si vous étiez à la tête de cette cellule de commandement à Kiev, où enverriez-vous vos navires pour infliger le plus de dégâts? Partagez votre stratégie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié de voir l'arrogance russe mise en échec et mate par le génie ukrainien, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt.